Merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai une petite pensée pour mes collègues et amis Mswiwi et Wichou, pour leur dire ce qu'ils ratent ce matin, pour la simple raison que je suis vraiment... Vous pouvez savoir à quel point je suis très honoré d'être entouré de 4 formidables femmes. Ces 4 formidables femmes, il y en a qui les connaissent parmi vous, d'autres ne les connaissent pas. Mais croyez-moi, ces 4 femmes, cette belle brochette de belles femmes que vous avez devant vous, ils sauvent des vies. Ils travaillent dans l'ombre. Ils sont dans la prévention. Et ça fait pratiquement 1 heure que vous êtes assis. Je vous invite à vous lever. Comme ça, on va faire un peu d'activité physique, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà, levez-vous un peu. Voilà, vous avez... Non, vous, mesdames. Non. Non, asseyez-vous. Non, non, mesdames. Après, vous venez de faire l'activité physique. Vous venez de faire une conférence, là. Alors, et là, s'il vous plaît, pour faire un peu de l'activité physique, donc je vais les présenter et après on va les applaudir, n'est-ce pas? Alors nous avons donc une femme qui représente les ministères de l'Agriculture, que vous avez devant vous, professeur Amina, docteur Amina Hijab, et puis une autre aussi qui est la cheville ouvrière qui travaille dans l'ombre et qui fait énormément pour ce pays que vous avez devant vous, n'est-ce pas? Et puis la docteur Laila Lammaré, et puis 2 autres formidables femmes qui travaillent dans la recherche clinique. Vous avez le docteur Fatiha Raji, et puis il y a une qui vient d'avoir son prix, vous l'avez applaudi tout à l'heure, d'accord, qui est professeur Amina Barakat. Alors s'il vous plaît, applaudissez ces femmes pour tout ce qu'ils font pour ce pays. Bien, vous pouvez vous asseoir. Bien. Alors tout d'abord, merci Madame la Présidente et merci aussi aux courageuses et aux courageux qui sont matinaux et qui ont bravé le trafic de l'autoroute de ce matin. Et à propos de courageuses, est-ce que mesdames, vous avez une idée de la prévalence de la carence en fer, de l'anémie ferriprive? Est-ce que vous avez une idée, mesdames? Alors peut-être les données, ils datent, mais ce sont des données officielles. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Laila Ammari, on est en train de mettre en place donc une enquête nationale pour avoir de nouvelles données. Alors vous, mesdames, il y a à peu près donc 32%, 32,6% de femmes en âge de procréer qui ont une carence en fer. Et puis vous, les hommes, vous les courageux, c'est 18%. Et puis les femmes enceintes, c'est 37%. Et nos enfants de moins de 5 ans, donc ils ont une prévalence de carence en fer de 31%, de plus de 31%. Et alors, comme vous le voyez, donc on est à peu près au niveau du Maroc à 30% de la population qui a une carence en fer. Et donc nous sommes alignés avec la prévalence à l'échelle mondiale, qui est de pratiquement plus de 2 milliards de personnes, ce qui représente à peu près 30%. Maintenant, pour lutter contre cette carence en fer, il y a des stratégies qui sont mises en place. Il y en a 3 que vous connaissez certainement. Il y a la diversification alimentaire, il y a la fortification alimentaire et puis la supplémentation en fer. Mais comme vous le savez, la diversification alimentaire, c'est quoi en fait? C'est l'éducation nutritionnelle. Mais l'éducation nutritionnelle, c'est la sensibilisation. Il faut 1 ou 2 générations pour pouvoir changer les habitudes. Car comme vous le savez, l'habitude est une deuxième nature. Et c'est difficile de faire changer les habitudes nutritionnelles d'une population. Vous avez la supplémentation en fer. La supplémentation en fer, c'est bien. C'est à court terme et ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Et vous avez la fortification alimentaire, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui, elle, est considérée parmi les meilleures stratégies rapport qualité-prix. Ceci dit, il faut savoir que ces 3 stratégies vont ensemble et sont complémentaires. Mais celle qui sort donc son épingle du jeu et qui est considérée comme la meilleure stratégie de rapport qualité-prix, c'est l'impact
c'est la fortification alimentaire. Là, alors, il y a différents types de fer pour la fortification des aliments. Alors, pour la fortification, qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas les habitudes alimentaires de la population. On regarde ce que mange, ce que mange la population. Et là, au Maroc, donc, il faut quel est le véhicule, quel est le meilleur véhicule, ou du moins quel est le véhicule pour pouvoir amener ce fer donc, dans la bouche du citoyen, de la citoyenne marocaine. Alors, qu'est-ce qu'on a donc, dans notre prospection? On a vu que le Marocain donc, consomme beaucoup de farine. Il consomme beaucoup de farine. Le Marocain, déjà en 2002, il consommait à peu près plus de 364 grammes de farine par jour. En 2016, est-ce que vous avez une idée de combien consomme le Marocain de farine par jour? Farine de blé. Eh bien, pareil. 365 grammes de farine par jour. Et donc, il a fallu, donc, on prend ce véhicule et on le fortifie. En fortifiant ce véhicule avec le fer, on n'a pas besoin de changer les habitudes alimentaires de la population. Voilà la démarche de la fortification donc des aliments de large consommation. Alors, mais il faut choisir quel est le bon type de fer pour la farine de blé, et aussi quel est le bon type de fer qui peut contribuer à la lutte contre les carences en fer. Alors, ce qu'on sait dans les fortifications alimentaires, il y a 3 types de fer. Il y a ce qu'on appelle, qui sont plutôt 4 types de fer qui sont les plus connus. Vous avez le sulfate ferreux, que certainement vous avez déjà consommé. Le sulfate ferreux, c'est ce qu'on trouve surtout dans les produits laitiers. Des fois, il y a pas mal de produits laitiers qui sont donc fortifiés en sulfate ferreux. Sauf qu'on ne peut pas utiliser ce sulfate ferreux, notamment pour la farine. Tout simplement, pourquoi? Parce que le sulfate ferreux, si on l'utilise pour la farine, il va y avoir des taches noires d'oxydation et il serait difficile à ce moment-là que le consommateur puisse acheter une farine, quoique de bonne qualité, mais d'apparence un peu douteuse. Et puis vous avez le fumarate ferreux, considéré comme un bon, c'est-à-dire comme un bon fer qui est biodisponible et qui peut résoudre le problème de la carence en fer. Son problème, c'est qu'il présente des problèmes organoleptiques. Et puis il y a le fer élémentaire. Alors l'histoire de fer élémentaire, le Maroc a une belle histoire avec le fer élémentaire pour la simple raison que déjà en 2000 on a déjà pensé à utiliser le fer élémentaire. Sauf qu'en 2000 on n'avait pas assez de recul pour savoir quel est l'impact réel de l'utilisation de fer élémentaire pour pouvoir lutter contre la carence en fer au Maroc. Donc en 2006, donc, on a à ce moment-là donc, commencé à fortifier la farine industrielle avec le fer élémentaire, parce que c'était ce qui était conseillé à l'échelle internationale. Et ce qu'en 2008, donc il y a eu une grande réunion très importante qui a pratiquement changé carrément la manière de penser en matière de fortification de la farine en fer. Cette réunion, elle a eu à Atlanta en 2008, et c'est là que donc, les scientifiques à l'échelle internationale se sont rendus compte que le fer élémentaire ne donnait pas satisfaction. Et en effet, donc, les études qui ont été faites ensuite au Maroc, après la fortification de la farine élémentaire, après la fortification, de la farine avec le fer élémentaire au Maroc, n'a pas donné la satisfaction comme on le souhaitait. Et donc, nous, au niveau du Maroc, notamment avec Leila Hammari et son équipe, on a commencé à réfléchir comment résoudre ce problème. Il y a eu un investissement incroyable. On a mobilisé les industriels. L'ANSA a travaillé avec nous main dans la main. Il y a toute une panoplie d'acteurs qui ont participé à cette fortification de la farine. Gain a mis beaucoup d'argent dans cette fortification. C'était un success story. On a réussi la fortification. On a réussi la démarche technique. Mais le problème, il faut l'efficience de cette démarche. Et c'est là que donc on avait invité donc Richard Ruel qui était considéré comme Richard Ruel, si vous voulez, c'est Monsieur Fer à l'échelle internationale. Et il est maintenant à la retraite, mais il a quand même ses disciples son disciple, donc Zimmerman qu'a cité tout à l'heure mon ami Amina Barakat, qui a repris le flambeau donc de la lutte contre les carences en fer à l'échelle internationale.
Et c'est avec Richard Ruel, notamment au niveau de la direction de la population, qu'on s'est dit qu'il faut peut-être réfléchir autrement et voir un autre type de fer. Et on est parti sur la démarche de l'utilisation de fer EDTA. Alors le fer EDTA, ce qui est intéressant, lui, bon, ce qui est intéressant, la littérature, parce que depuis 2008, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites à l'échelle internationale et qui montraient que le fer EDTA était le fer qui peut-être qu'il faut utiliser. Sauf qu'il n'y avait pas assez d'études. Son intérêt, donc, à travers ces études, c'était qu'il était biodisponible. Il était 3 à 4 fois plus biodisponible que le fer élémentaire qu'on avait utilisé. Son problème était son prix. Donc le problème, c'était son prix. Alors comment, je vais dire, jongler avec ça? Comment chercher un type qui est biodisponible et comment convaincre les industriels à l'utiliser? Alors de fil en longueur, on a pu finalement trouver la bonne équation. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir et puis à mettre en place un dossier technique. Et là, je tiens à remercier mon ami et partenaire de longue date, qui est le professeur Mohamed Rahmani, avec qui on a mis en place un dossier technique pour cette fortification et qu'on a mis au service de l'ONSA et du ministère de la Santé et des industriels. Alors, ce qui est connu ce qui vous intéresse, vous en tant que médecin, bien sûr, ce que vous pouvez conseiller. Et là, tout à l'heure, j'ai une deuxième conférence et peut-être que je vais développer plus tout ce qui sont les aliments qui sont les plus intéressants, notamment pour le diabétique et aussi pour les gens qui sont anémiques. Alors ça, c'est les aliments qui sont plus ou moins riches en fer. Néanmoins, malgré que vous ayez ces aliments, la combinaison des aliments fait que des fois, ces interactions font que cette combinaison font que on puisse avoir l'effet des inhibiteurs qui sont qui font partie intégrante de ces aliments et qui risquent à ce moment-là d'inhiber l'absorption du fer, malgré la teneur assez importante de ces aliments en fer. Bien, il y a deux composantes qui sont connues, que vous connaissez, et qui font un peu le buzz à l'échelle internationale, ou aussi au niveau scientifique, des recherches, dans les laboratoires de recherche, à savoir les phytates et les polyphénols. Les phytates et les polyphénols, ils sont connus comme étant des puissants inhibiteurs de l'absorption du fer dans l'alimentation. Ça, c'est ce qui est connu. Partout, on parle de phytates et partout, on parle de polyphénols. Alors là où le bas blesse pour le Maroc, c'est que nous, on mange beaucoup comme j'ai dit, on mange beaucoup de farine, c'est-à-dire que c'est 365 grammes de farine par jour, c'est ce qui correspond à 500 grammes de pain par jour. Et vous le savez, le pain, il contient des phytates. Alors, si on a beaucoup de phytates dans le pain, c'est qu'il y a un risque, justement, d'inhibition de l'absorption de fer. Et puis, vous avez aussi les polyphénols. Où trouve-t-on les polyphénols? On les trouve dans le café, on les trouve aussi dans le vin, donc ne sont pas des buveurs de vin. Les Marocains, globalement, ne sont pas des buveurs de vin, mais ne sont des buveurs de thé. Plus de 65% des boissons chaudes marocaines sont constituées du thé. Vous imaginez, 65%. Donc, des boissons chaudes que consomme le Marocain, c'est du thé. Et donc, si vous voulez, le problème est le suivant. Nous mangeons beaucoup de pain. Dans ce pain, il y a des phytates. Et aussi, nous buvons beaucoup de thé. Et dans ce thé, il y a des polyphénols. Et ce sont les deux inhibiteurs les plus puissants et connus pour inhiber donc l'absorption du fer. Alors, la chance que nous avons aussi, c'est que nous sommes un pays qui produit beaucoup des agrumes. Et des agrumes qui sont à la portée des citoyens marocains. Effectivement, la vitamine C est maintenant. Avant, on pensait que la vitamine C, c'était bien, lorsqu'on prenait la vitamine C, c'était bien pour le fer élémentaire, par exemple, pour des fers qui ne sont pas biodisponibles et ça permettait l'absorption. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on vient de découvrir que la vitamine C avait aussi un impact sur l'ensemble des types des types de fer qui sont utilisés dans l'alimentation, dont aussi le fer EDTA. Alors,
Comme vous le voyez ici, ça c'est un exemple du pain égyptien. C'est-à-dire, c'est un travail qui a été fait en Égypte, et c'est une comparaison avec le sulfate ferreux et le fer EDTA. Et dans ce travail, comme vous le voyez, le fer EDTA donc, a été capable de quilater un peu les inhibiteurs qui sont dans le pain, à savoir les phytates. Et ça a montré que ce travail a montré que le fer EDTA est 2,5 fois plus biodisponible que le sulfate ferreux, qui est considéré comme la ligne de base, disons la base, qui est considérée comme 100% d'absorption. Donc ça, c'est la référence pour la biodisponibilité du sulfate ferreux. Donc, c'est-à-dire que le fait d'utiliser le fait d'utiliser le fer EDTA, eh ben, on augmente de 2,5 plus la biodisponibilité du fer. Et là, là, c'est un résultat qui est assez intéressant, mais qui ne va pas faire des heureux, surtout ceux qui aiment beaucoup le soja, et parce qu'on parle beaucoup plus de soja, de remplacer le soja par le lait. Vous allez voir que ce travail, eh ben, c'est tout à fait le contraire, que c'est pas du tout intéressant d'utiliser du lait de soja, mais plutôt du lait qu'on utilise habituellement, de lait de vache. Pourquoi? Parce que vous le voyez dans ce travail-là, c'est un travail qui a été fait sur notamment les céréales pour nourrissons et qui contient beaucoup de phytates. Et ça, ce travail a montré que lorsqu'on utilise bien sûr du fer EDTA, bon, on a à peu près 5 fois plus de biodisponibilité, contrairement pardon, pas 5 fois plus, mais 2 à 3 fois plus par rapport au sulfate ferreux. Et comme vous le voyez, lorsqu'on utilise de lait de soja, la biodisponibilité est moindre. Mais le fait d'utiliser le fer de NaOF-DTA, disons plutôt pour faire simple, parce que c'est compliqué de dire chaque fois, donc le fer EDTA, le fait d'utiliser le fer EDTA est beaucoup plus biodisponible que le fumarate, que le sulfate ferreux. Alors, maintenant, le travail que je veux présenter, ce travail fait suite au travail qu'a présenté mon ami professeur Amina Barakat. Et dans ce travail, je vais vous parler de l'objectif général et aussi de l'objectif spécifique. Alors, et là j'invite justement Myriam à suivre avec moi donc, ce travail que je vais présenter parce que c'est son travail de thèse. Alors, quel est l'objectif général? L'objectif général, c'est de déterminer la biodisponibilité de fer, c'est-à-dire le fer EDTA, absorbé à partir du pain. Et l'objectif spécifique, c'est de déterminer l'évaluation de l'efficacité de fer EDTA pour surmonter les effets inhibiteurs, lesquels? Des phytates dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont présents dans la farine de blé, et aussi des polyphénols qui sont présents dans le thé marocain sur l'absorption du fer. Ça, c'est ce que nous voulons démontrer au niveau du Maroc, parce que c'est là où nous avons le problème. On veut savoir, est-ce que le fait d'utiliser le fer EDTA est biodisponible comparativement au fer élémentaire? Alors l'hypothèse, on a deux hypothèses. L'hypothèse, c'est d'utiliser le fer EDTA. Est-ce qu'il sera moins inhibé par les phytates qui sont présents dans la farine de blé par rapport au fer élémentaire ou sulfate ferreux? Et aussi, le fer EDTA, donc il sera moins inhibé par les polyphénols parce que nous utilisons ici, nous consommons aussi beaucoup de thé. Alors, la démarche que nous avons faite, bien sûr, c'est la démarche, c'est avec les isotopes stables. Alors, pour les isotopes stables, pour ceux qui ne le savent pas, ils sont tout ce qui est de plus safe, puisqu'on les utilise aussi chez les femmes enceintes. Alors, pour les isotopes stables, nous avons le fer 56, il est naturellement abondant dans le corps. Il représente à peu près 91, plus de 90% de l'abondance des isotopes dans le corps. Et nous avons utilisé le fer 57, qui est un isotope, qui est un fer marqué, et qui, lui, représente à peine 2%. Et donc, nous avons fortifié notre pain avec cet isotope. Et puis,
Au bout d'un certain temps, donc, il y a donc la diffusion qui est homogène au niveau du corps. Et après 14 jours donc, d'équilibre, nous avons donc fait un prélèvement sanguin. Et c'est juste pour montrer, c'est-à-dire pour déterminer un rapport d'enrichissement du ce fer donc 57 et du fer 54 avec le fer qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est le fer 56 qui est naturellement présent dans le globules rouge. Bien. Alors cette étude, c'est-à-dire ce design, tout à l'heure, mon ami professeur Anwar Barakat en a parlé. Donc qu'est-ce qu'on a pris? On a fait près 48 femmes, donc 24 femmes qui sont anémiques et 24 femmes qui sont non anémiques. Nous avons utilisé la brioche. En fait, la brioche, c'est tout simplement, c'est comparé, c'est-à-dire à la farine, à un pain. Donc avec de l'eau donc, qui est enrichie à 6 mg de fer, qui est marqué, et puis on les avons administrés avec ou sans thé. Je vous rappelle que notre objectif, c'est tout simplement de voir est-ce que c'est biodisponible ou pas dans le pain. Alors les critères d'intégration, donc c'est des femmes en âge de procréer, donc de 18 à 49 ans, donc qui ont un IMC de moins de 27, et puis un poids corporel de moins de 70 kg. Et puis qui sont aussi non anémiques ou anémiques, et qui n'ont pas de maladie chronique, qui ne sont pas des fumeuses, et aussi qui n'ont aucune inflammation. Alors, je reviens à cette histoire des phytates et des polyphénols, ou plutôt je vais aller directement dans les caractéristiques de base. Donc l'âge moyen des femmes est de 24 ans, donc le BMI moyen est de 22, l'hémoglobine donc, et la ferritine donc, sont dans les normes, pour ceux qui sont non anémiques et pour celles qui sont anémiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que voilà ce que nous avons utilisé dans le repas test. Le repas test, il est composé de thé, il est composé du pain, qui est les brioches, et aussi du beurre et du miel. Et comme vous le voyez donc, dans cette composition, les phytates ici, parce que nous utilisons la farine, si nous utilisons la farine complète, il y aurait beaucoup plus de phytates. Et là, nous utilisons donc la farine de blé qui est raffinée, il y a moins de phytates, mais cette quantité de phytates, normalement, dans d'autres études, a montré une inhibition d'absorption du fer. Et pour les polyphénols, vous avez à peu près 164 milligrammes de polyphénols qui sont dans le thé. Par contre, pour les phytates, vous avez à peine 5,9 mg de phytates dans le pain. Alors voilà un peu le résultat pour aller vite. Donc notre objectif, c'était de déterminer la biodisponibilité de fer, donc EDTA, chez les femmes marocaines anémiques et non anémiques consommant du pain fortifié. Et voilà le résultat. Et ça, c'est un résultat très très important et qui va bouleverser un peu cette approche de lutte contre les carences en micronutriments. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sera peut-être la première fois au niveau du Maroc, on va lutter contre résoudre ce problème ou bien résoudre partiellement cette problématique de la carence en fer au Maroc. Regardez, la biodisponibilité du fer de EDTA est de 23,3%. Ça, c'est un résultat fondamental. C'est simple, je vous le dis comme ça, simplement, mais c'est un résultat qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. C'est pratiquement 2 à 3 années de travail, mais ce résultat est très réconfortant pour notre pays et ça va peut-être résoudre cette problématique de fer. Et comme vous le voyez, si je le compare à la biodisponibilité du fer alimentaire, qui est inférieure à 5%. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'il en est. Ça, ce que j'ai montré tout à l'heure ici, c'est pour les femmes anémiques et les femmes non anémiques. Maintenant, regardons ce qu'il en est pour les femmes anémiques et les femmes non anémiques. Comme vous le voyez, alors pour les femmes anémiques, c'est pratiquement la biodisponibilité est de plus de 30%, ce qui est formidable. Et pour les femmes non anémiques, c'est une biodisponibilité qui est à peu près de 14%. Donc, l'absorption fractionnelle du fer chez les femmes anémiques, il est 2,5 fois plus élevé que chez les femmes non anémiques. Donc voilà déjà un résultat qui est formidable et qui est un success story
pour le Maroc. Et c'est ça qui nous a amené justement à ce qu'au niveau du Maroc, on puisse changer donc l'arrêté du décret de la composition du premix de la farine. Alors maintenant, qu'en est-il du thé? Alors le Marocain est un consommateur du thé, et on se rend compte que lorsque vous utilisez par exemple ces femmes donc qui sont non anémiques et ces femmes qui sont anémiques, lorsqu'ils absorbent donc du thé, il y a une inhibition donc de l'absorption très avérée de l'absorption donc du fer. Et là, lorsqu'on consomme beaucoup de thé, on est à 4%. C'est-à-dire la biodisponibilité n'est que de 4%. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'absorption fractionnelle du fer, donc chez les femmes anémiques, elle est de plus de 2,5 fois plus élevée que chez les femmes anémiques. Voilà un peu le paradoxe, c'est-à-dire que nous avons résolu un problème avec le fer, donc c'est-à-dire la farine qui est fortifiée avec le fer EDTA. Nous avons résolu ce problème. Mais on a un autre problème, c'est que lorsqu'on consomme beaucoup de thé, à ce moment-là, on diminue donc la biodisponibilité du fer. Néanmoins, dans ce cas-là, pour les femmes qui sont anémiques, même lorsqu'ils prennent du thé, c'est-à-dire ils couvrent les 17% des 1,5 mg qui sont donc même dans ce cas-là pour les femmes anémiques, ça résout le problème. Mais on viendra tout à l'heure aux recommandations qu'il faut faire dans ce cas-là. Alors ce qui est intéressant, ça c'est cette étude qui montre que le fait d'utiliser donc de la vitamine C, ça augmente la biodisponibilité de l'absorption du fer. Et ça a été démontré aussi pour le fer EDTA. Parce qu'avant, on pensait que la vitamine C, c'était uniquement pour le fer élémentaire. Et ça, c'est assez nouveau et assez intéressant donc, pour nous au niveau du Maroc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette étude montre que le fait de prendre du thé 1 heure après avoir consommé un repas test qui est fortifié en fer, ça pratique. Disons que comment dirais-je, plutôt, il y a 35% de réduction d'absorption de fer. Il y a une inhibition pratiquement qui est de 35%. Mais lorsque vous consommez du thé 1 heure, disons plutôt 1 heure après ou 1 heure avant, il n'y a pas d'inhibition d'absorption du fer. Et ça, c'est ce qui est assez intéressant pour le Maroc. Et ça, je viendrai pour les recommandations. D'ailleurs, j'y arrive. Alors, notre étude, donc, elle a montré les choses suivantes. Que le fer EDTA est au moins 6,5 fois plus biodisponible que le fer élémentaire chez les femmes anémiques. Les femmes anémiques absorbent environ 2,5 fois plus de fer que les femmes non anémiques. L'absorption de fer dépend fortement du statut en fer de la matière. Rappelez-vous les histoires de polyphénol et des phytates. Chez les femmes anémiques, là c'est ce qui est intéressant, 17% de 1,5 mg par jour requis seraient couverts avec un repas consommé même avec du thé. Les phytates n'ont aucun effet sur la biodisponibilité du fer EDTA. Et ça c'est assez intéressant. L'effet inhibiteur des polyphénols est similaire chez les femmes anémiques et chez les femmes non anémiques. La fortification de la farine de blé en fer EDTA peut résoudre en grande partie le problème d'anémie ferriprive au Maroc. Voilà les résultats de ce travail et qui a donné. Donc là, on est en train de. Je pense que l'arrêté vient d'être signé récemment par les 2 ministres pour pouvoir changer donc la composition des premix. Alors la littérature a montré, et c'est ça qui est intéressant pour nous, et c'est là que le ministère, notamment au niveau du service de communication, peut se baser là-dessus
pour sensibiliser les citoyens marocains. C'est que l'ajout de vitamine C au repas, donc, il permet donc d'améliorer l'absorption du fer au DTA. Et puis, l'effet inhibiteur des polyphénols est lié à la dose, réduisant la quantité de tasses de thé au cours d'un repas. Ça aussi, c'est important. Et puis, ce qui est très intéressant, et là, c'est la sensibilisation, c'est là qu'on doit sensibiliser notre population. Au lieu de consommer du thé en même temps que le repas, il faut envisager de le prendre le thé 1 heure après. Voilà un peu ce qui est. Pardon. Et là, je vous remercie. J'ai fini. Et donc, ce travail, donc, il est l'objet d'un PhD d'une de nos étudiantes qui est Mariam Lazraq. Merci à toutes.